bonsoir à l'Université de Parakou, bonsoir à vous qui avez répondu présent à cet entretien qui, j'espère, sera très fructueux et pourra apporter un plus à chacun d'entre nous. On l'espère vivement et je peux déjà à l'entame rassurer ceux qui sont ici présents qu'il y aura assez de bonnes nouvelles et beaucoup d'informations pour éclairer les lanternes en ce qui concerne les médias en ligne. Absolument. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais aussi à l'entame remercier aussi quelques personnes ici présentes. Je commence par M. Charles Coutureau, qui est un membre de l'équipe de pilotage. Merci M. Charles. Merci aussi au PDG, M. Abalo, Roland, pour votre présence. M. Mamadou Père, le président de BIE, de FADESB et toutes les personnes ici présentes, sans oublier bien sûr la presse écrite, l'étudiant noir. Applaudissez pour vous-même, mes chers amis. Alors aujourd'hui, la thématique de ce numéro spécial, c'est en ce qui concerne les médias en ligne. Vous savez, ces temps-ci, il y a tellement de réformes qui ont été faites en ce qui concerne l'autorité de régulation. Et pour mieux comprendre ce qu'il en est, essayer de régulariser certaines choses dans ce domaine. Parce que comme vous le savez, tout est une question de procédure, tout est une question d'organisation. Et donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir ce monsieur, comme je le disais, non seulement jeune, laboureux, qui aujourd'hui a fait assez de preuves. J'avoue que ça n'a pas été facile de l'avoir sur le plateau, parce que ça fait près d'1 an que nous sommes à cette trousse. 1 an, et que nous avons essayé plusieurs fois en synergie de trouver un calendrier pour pouvoir quand même avoir ce numéro, mais le temps, il a un calendrier hyper chargé. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, il a pu trouver un créneau, nous avons pu saisir cela pour essayer d'échanger. Alors, M. Bock, sans transition aucune, moi, je vais d'abord vous poser une première question. Aujourd'hui, nous savons, ce n'est plus un secret, que vous êtes le président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Lorsqu'on parle de l'UNANEM, qui est cette union des médias en ligne, depuis quand ça a été créé? Quand est-ce que vous avez pris les règles? Et quels sont les objectifs de cette union? Merci. Merci beaucoup, cher ami. Il me plaît, avant de répondre à votre question, de dire ce que c'est que l'UNAMEL et quel est le contexte de création de l'UNAMEL. Super. En effet, UNAMEL, c'est Union nationale des médias en ligne du Bénin, qui a été créée le 9 mars 2024. Et en effet, dans la réalité qui est celle des médias en ligne du Bénin, c'est à partir de décembre 2023 que officiellement les médias en ligne ont une existence légale en République du Bénin. Avant 2023, tout le monde était libre de créer un journal en ligne, une télévision en ligne, une web radio. Il n'y avait pas une régulation. L'autorité de régulation, qui est la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, ne reconnaissait pas les médias en ligne. Donc c'est à partir de décembre 2023 que des conventions ont été signées entre la RAC et des médias en ligne pour la première fois dans l'histoire du Bénin. Donc c'est après cette signature de convention que nous, les médias, les premiers médias en ligne qui ont été autorisés par la RAC, avons décidé de créer une association au sein de laquelle nous pourrons promouvoir notre secteur, faire en sorte à attirer l'attention des autorités sur notre secteur et militer pour l'amélioration des conditions qui sont les nôtres, pour la production des contenus de qualité, des contenus professionnels. Donc, c'est de là qu'est née l'UNAMEL Bénin le 9 mars 2024. Donc, elle est composée de 35 médias en ligne. 35 médias. 35 médias en ligne et son siège est à Cotonou. Voilà ce que je peux dire pour ce qui est de l'Union nationale des médias en ligne. Infiniment merci d'avoir apporté de l'eau à notre moulin en ce qui concerne l'UNANEM. Je suis un peu surpris et étonné. C'est d'abord avec beaucoup de fierté nous constatons que un journaliste, un promoteur d'une presse du Nord est à la tête de cette union. C'est avec beaucoup de joie nous l'accueillons. Mais ce que j'essaye de comprendre, c'est comment se fait-il que le siège est à Cotonou, pourquoi pas Parakou par exemple? Oui, vous savez, la plupart des médias en ligne sont à Cotonou. Et parmi les médias autorisés, je pense qu'il n'y a que 2 ou 3 qui sont au Nord. Parmi la cinquantaine de médias en ligne autorisés, il n'y a pas 5 qui sont au Nord. C'est à peine 5 qui sont au Nord. Donc, c'est déjà un challenge pour nous, étant du Nord, ayant un média basé au Nord, de pouvoir parvenir à convaincre nos pairs pour diriger cette instance-là. Donc,
Et mettre le siège de l'UNAMEL au nord serait vraiment périlleux pour les autres membres du bureau, où il faut déplacer par exemple la majorité, près de 30 médias, promoteurs de médias à chaque fois à Cotonou pour les réunions. Il est plus facile pour 5 personnes de se rendre à Cotonou que pour 30 personnes de venir à Parakou. Donc à part ça, il y a également d'autres réalités qu'il ne faut pas négliger. La plupart de nos partenaires sont à Cotonou. Il faut aller rencontrer des autorités, des ambassadeurs et tout. Et la plupart, c'est à Cotonou. Donc, mettre le siège à Parakou serait un peu périlleux, même si c'est une bonne idée. Merci. On peut déjà comprendre, à travers vos explications, que la plupart des médias en ligne sont plus au nord, et pardon, à Cotonou. Oui, à Cotonou. Ce qui a fait que bon, la majorité l'emporte. C'est pour ça le siège est à Cotonou. Il n'y a pas de souci. Imaginez un instant qu'un jeune journaliste qui est en pleine formation vous rencontre dans la rue. Il dit: ah, monsieur Bob, bonjour, comment allez-vous? Je suis un étudiant, je suis une formation en journalisme. Dites-moi, lorsqu'on parle d'un média en ligne, les médias, c'est quoi un média en ligne? Quelle serait votre définition à ce thème? Alors, un média en ligne, c'est d'abord un média, c'est un organe qui est constitué de journalistes, qui est chargé de collecter les informations, de les traiter et de les diffuser. Donc, le média dépend du canal de diffusion. Donc, il y a des médias presse écrite où le canal de diffusion, c'est le papier. Il y a médias radio où le canal de diffusion, c'est pas la radio, c'est par les ondes. Et il y a la télévision dont le canal de diffusion est les ondes, mais audiovisuelles. Là, il y a l'image et le son. Donc, voilà les 3 grandes catégories de médias qui existent de par le passé. Alors, avec l'évolution des TIC, avec l'évolution de la technologie, nous avons commencé par enregistrer des médias en ligne. Avec l'arrivée de l'Internet, la presse écrite qui n'existait que sur papier, avant, pour avoir une information, il faut aller acheter un journal pour lire. La télévision, qu'on ne captait que à travers un poste téléviseur déposé à la maison, aujourd'hui, on peut faire de la télévision en ligne. Pareil pour la radio, il y a des web radios. Donc, c'est à partir de ce moment que nous avons commencé par parler de médias en ligne, parce que les journaux qui étaient papier ont commencé par se faire, par diffuser leur contenu au niveau des sites internet, au niveau des canaux digitaux. Donc, on a la presse écrite en ligne, on a la radio en ligne ou web radio, on a la télévision en ligne ou télévision web ou web télé. Donc voilà un peu ce que c'est qu'un média en ligne. C'est un organe qui diffuse, qui collecte, traite et diffuse des informations via un canal digital. Via un canal digital. Je crois que vous avez tellement expliqué de long là ce que c'est qu'un média, et cela pourrait quand même permettre aux étudiants qui sont, par exemple au niveau du journal étudiant noir, de mieux comprendre ce que c'est qu'un média en ligne. La question que je voudrais vous poser ensuite, c'est qu'aujourd'hui, quelles sont les limites de l'encadrement de la liberté de presse sur le web? Alors, avant de parler des limites de la liberté de presse, il faut dire c'est quoi la liberté de presse, et pour les médias en ligne, ce que ça engendre comme répercussion. Alors, vous êtes d'accord avec moi que même si on parle de liberté d'expression, même si on parle de liberté de presse, il est quand même important que cela soit cadré. Parce qu'on dit votre liberté commence là où s'arrête celle des autres. En effet. Voilà, donc il faut quand même, malgré votre liberté, il faut qu'elle ait des limites pour ne pas enfreindre à la liberté d'autrui. Donc voilà pourquoi il existe un organe de régulation des médias appelé la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la HAC, qui exerçait sur les médias traditionnels que j'avais cités, la télévision, la radio et la presse écrite. Maintenant, depuis l'avènement de l'Internet, il a été constaté qu'il y a des dérives en ce qui concerne les médias en ligne. Donc, jusqu'en 2023, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas une régulation des médias en ligne. Tu te lèves, tu crées ton journal en ligne, tu diffuses tes contenus, il n'y a pas de souci. Mais avec ce que ça donnait comme ampleur, comme impact sur la société, la HAC a vu qu'il est nécessaire aujourd'hui de commencer par réguler ce secteur et à
procédé à décrire des critères pour créer un média, à lancer un appel à candidature auquel beaucoup ont postulé et ont eu la convention. Donc c'est à partir de ce moment que la régulation s'est étendue aux médias en ligne. Alors, mais il y a une spécificité quant aux médias en ligne parce que, vous savez, les médias traditionnels, vous connaissez le siège de la radio Azeke, vous connaissez le siège de UPFM. Fraternité. D'ailleurs, c'est la HAC qui donne la fréquence à la radio. Super. C'est la HAC qui donne la fréquence à la télévision. C'est la HAC qui autorise l'édition d'un journal. Donc, il était plus facile de réguler ces médias traditionnels qui sont physiques, qui existent, qu'on voit, ou lorsqu'il y a une dérive, la HAC peut même suspendre depuis ses bureaux une radio ou une télévision parce que c'est elle qui a attribué les fréquences. Ce qui n'est pas le cas avec les médias en ligne où autant que nous sommes ici, nous sommes des journalistes. Beaucoup ont leur téléphone portable ici, ils peuvent filmer et pendant qu'on est ici, diffuser dans un groupe pour dire voilà, il y a le PDG de Dabaro qui est en train de donner une conférence, sans qu'il ne soit journaliste. Donc, c'est beaucoup plus complexe lorsqu'il s'agit des médias en ligne et ça nécessite encore beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de suivi. Donc, il y a quand même un effort qui se fait aujourd'hui au Bénin quant à la régulation des médias en ligne. Merci beaucoup. Je crois que vous avez essayé d'expliquer en ce qui concerne le fond et la forme du travail que la HAC fait. Maintenant, est-ce qu'en réalité, ces médias qui se sont peut-être conformés en ce qui concerne les règles de l'autorité de la régulation, est-ce qu'ils savent réellement les limites, les freins, des choses ils savent qu'en réalité, ils ne doivent pas peut-être aller au-delà de cela, au risque peut-être de se voir face aux critères, aux règles de la règle. Est-ce qu'ils se sont vraiment imprégnés de ces réalités pour savoir que voilà, ça là, nous sommes habilités à le faire. Parce que nos prérogatives, ça, si on le fait, peut-être sans telle chose. Est-ce qu'ils le savent réellement? Bien sûr. D'abord, n'est pas journaliste qui le veut. Et on devient journaliste après une formation. Et au cours de la formation, on vous apprend non seulement les sites du métier, mais on vous apprend également le code de déontologie. On vous apprend les règles du métier. On vous apprend ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, tout journaliste, lorsqu'il est vraiment journaliste, il sait ce qu'il ne faut pas faire en tant que journaliste. Il sait ce qu'il faut faire. Il connaît les limites et le champ d'action qui est le sien. Donc, à partir de ce moment, je peux dire oui, chaque journaliste, bien qu'il exerce dans un média en ligne, connaît le rôle qui est le sien, connaît les limites qui sont ses limites et sait comment faire pour impacter positivement sa communauté. Alors, nous avons ce qu'on appelle code de l'éthique et de déontologie des médias. Tout récemment même, nous avons, ce code a été revu, a été actualisé et a été mis à la disposition de la presse parce que celui qui existait, qui date de plus de 20 ans, ne prenait pas en compte justement les médias en ligne. Parce que lorsqu'il y a 20 ans en arrière, on ne parlait pas de médias en ligne. Les médias en ligne, c'est à partir de l'an 2007-2000 que les médias en ligne ont véritablement commencé au Bénin. Donc, il était urgent de réactualiser ce code, ce qui a été fait pour qu'on puisse vraiment intégrer les médias en ligne dans le code de déontologie, pour que nous-mêmes, médias en ligne, qu'on puisse savoir quelles sont nos limites avec les nouvelles méthodes de diffusion de l'information qui sont arrivées, quelles sont les limites qu'il ne faut pas franchir. Mais toujours est-il que il est clair, un journaliste a pour rôle d'éduquer, d'informer et de distraire. Donc ce rôle est révolu aux journalistes et nous le faisons avec la limite qui nous a été fixée par le code de déontologie, qui est d'abord le premier. Il y a également le code de l'information et de la communication, qui est également l'une de nos bibles, si vous voulez l'appeler ici. Et il y a maintenant, avec l'avènement du numérique, le code du numérique qui également, même s'il y a polémique pour ce qui est du code du numérique, il y a également le code du numérique qui constitue également l'une de nos préoccupations. Voilà, l'une de nos boussoles qui nous guide en termes de création de contenu. Merci, M. Bock. Je crois qu'à travers votre explication, nous avons compris que l'autorité de régulation, de façon administrative, il y a un travail sérieux qui a été fait, ce qui aujourd'hui permet en réalité aux médias en ligne de s'imprégner davantage
de ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Récemment, je crois, le gouvernement a essayé de mettre assez de moyens en ce qui concerne des appareils de façon technologique pour permettre encore d'assainir, de rendre encore plus propre et plus professionnel les médias en ligne, tout ce qui a rapport avec les médias. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer, sans embâche et avec certitude, que le Bénin aujourd'hui dispose des appareils qui les permettent de contrôler tout ce qui est excès, exagération en ce qui concerne dans l'exercice de la liberté d'expression sur le web? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez l'affirmer en tant que président de l'Union des médias en ligne? Alors, je suis très mal placé pour répondre à cette question, parce que c'est une question destinée à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui est l'autorité de régulation. Je ne sais pas ce qui se passe à la RAC. Ce que je sais, pour ce qui est de nous, les professionnels des médias, promoteurs de médias, nous nous efforçons à avoir les moyens qu'il faut pour donner des informations de qualité à ceux qui nous suivent, pour produire des contenus de qualité. Donc, en termes d'appareils que nous utilisons des caméras de dernière génération, nous utilisons des logiciels de traitement de l'information d'un certain niveau avancé, d'un certain niveau, et nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir fournir de très belles informations à nos internautes. Pour ce qui est des moyens dont dispose la RAC pour réguler, je suis très mal placé pour le dire, mais je sais que la RAC fait des efforts dans ce sens. À l'avènement de la nouvelle mandature de la RAC Édouard Loko, il y a eu le recrutement des analystes qui en fait sont là et suivent chaque média. Donc il y a, par exemple, quand tu prends Dabarou, il y a un analyste qui regarde tous les contenus que Dabarou... Qui observe de près de loin tout ce qui se fait. Tous les contenus que Dabarou publie, il y a un analyste qui est là, qui, lorsque un article est publié, il lit pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui... Est-ce que ça respecte aux normes? Voilà. Lorsqu'une vidéo est publiée sur Dabarou TV, il y a un analyste qui suit la vidéo pour voir s'il n'y a pas une erreur, s'il n'y a pas de faille. Voilà, il n'y a pas de faille et tout ça. Donc, certainement, des moyens pour le faire de façon efficace existent au niveau de la RAC. Et j'espère qu'il en a. Nous espérons vraiment aussi qu'ils en ont. J'avais aussi personnellement essayé de contacter le représentant de la RAC au niveau de Borgo. Oui. Malheureusement, sûrement pour des raisons indépendamment de sa volonté, il n'est pas là. Okay. J'aurais aimé lui poser aussi la question. Donc il n'y a pas de souci. Nous allons essayer de continuer toujours dans le même sens. Dites-moi, aujourd'hui, grâce à l'évolution de la science et de la technologie, tout est mélangé sur les médias. Aujourd'hui, on a du mal à différencier un influenceur, un blogueur, d'un journaliste. Ouais. Vous-même, en tant que journaliste d'abord, en tant que président des médias en ligne, comment est un jeune différencier, oui, telle personne est un blogueur, telle personne est un journaliste, telle personne est un influenceur? Alors, c'est très important, et la question est très importante, et elle est même au centre des actions de l'UNAMEL Bénin. C'est l'une de nos priorités, parvenir à distinguer le journaliste des autres. Pourquoi? Parce que, contrairement à ceux que vous avez cités, nous, journalistes, nous avons un code de déontologie. En effet. Nous avons une loi, un code de l'information et de la communication. Donc, nous sommes régis par un certain nombre de dispositions légales qui encadrent notre métier. Vous allez voir aujourd'hui, n'importe qui prend son téléphone, il peut se jouer le journaliste, il peut prendre des images diffusées avec un commentaire. Vous avez vu des images qui nous ont harcelés lorsqu'il y a eu le drame de Dassa. Vous avez vu, nous avons vu des images choquantes. Un journaliste, allez sur Dabarou TV, regardez la vidéo qu'on a publiée sur le drame de Dassa. Vous allez voir que la vidéo est professionnelle. Aujourd'hui, il y a un accident, tout de suite, le Kidan qui passe, lui, il fait la photo, il envoie, il vous balance ça dans le groupe, avec du sang, avec des images choquantes, sans aucune précaution. Voilà ce qui fait la différence entre un journaliste et quelqu'un qui ne l'est pas. Nous, notre code nous interdit de diffuser des images choquantes, parce qu'il y a des personnes qui sont sensibles au sang. Vous ne pouvez pas envoyer au public une image aussi agressive sans prévenir, ou sans prendre une précaution, cacher le sang, brouiller les visages et tout ça. Vous ne pouvez pas prendre l'image d'un enfant qui est peut-être mal habillé ou qui est souffrant et la diffuser comme ça avec son visage. Non. Donc, nous avons cette disposition-là
comprend en amont avant de diffuser. Je vous ai dit, le journaliste, c'est quelqu'un qui collecte l'information, qui la traite et qui la diffuse. Qui est aussi formé d'abord. Oui, qui est formé à cela. Donc, et ce n'est pas toutes les informations que nous diffusons. Lorsque vous faites la collecte des informations, vous venez à la rédaction, vous traitez, il y a des informations que vous voyez. Ah, cette information, si je la publie, elle peut créer telle ou telle situation. Donc, on la retient, on ne la diffuse pas. Donc, ce qui fait la différence entre un journaliste et un influenceur qui a la quête des followers, qui a la quête des likes, des partages, c'est la qualité, le professionnalisme dont fait montre le journaliste. Et c'est en ça que nous travaillons au niveau de l'UNAMEL Bénin et nous investissons beaucoup sur la formation de nos membres, sur la formation des techniciens, sur la formation des journalistes pour que de mieux en mieux ils puissent être professionnels dans le traitement de l'information. Donc, si vous recevez une information, d'abord, le premier réflexe, c'est de chercher à savoir qui l'a publié. Est-ce que l'information est fiable? Voilà. Qui l'a publié d'abord? Est-ce que le lien l'a fait mention d'un média légalement constitué? Parce que quand on parle de médias aussi, il y a médias et il y a médias. Donc, se rassurer qu'il s'agit d'un média crédible, qui a toutes les autorisations qu'il faut, qui a le contrôle de la règle et qui sait qu'il ne peut pas faire de dérive, qui sait que lorsqu'il désinforme, il a des répercussions. Donc, il faut d'abord savoir si ce texte qu'on a envoyé, cette image qu'on a envoyée, vient d'un média. Même si c'est sur Facebook, vous voyez l'information, vérifiez si c'est un média qui l'a publié. Si c'est Matin Libre, vous allez voir que c'est sur la page de Matin Libre. Si c'est le Béninois Libéré, vous allez voir que c'est le Béninois Libéré. Si c'est Dabar, vous allez voir que c'est le Dabar qui a publié, soit sur TikTok, soit sur Facebook, soit sur un site internet. Donc c'est ça là, le premier réflexe pour prendre au sérieux une information. Si l'information ne vient pas d'un média que vous connaissez autorisé, lorsque vous voyez ça, avant de le partager, il faut aller alors le chercher dans les médias autorisés. Dit bon, si voilà un média qui a posé cette information, je vais vérifier rapidement sur Dabar, c'est une information du Nord, ça veut dire que forcément Dabar. Donc je vais vérifier Dabar, si Dabar n'a pas publié. Bon, je sais qu'il y a Radio Niki qui a un site ou une page, je vais voir si Devan a publié, si Azeka a publié et autres. Donc c'est comme ça on est sûr de la qualité de l'information qu'on nous distribue. Et c'est ce qui fait la différence entre les informations publiées par un média, par des journalistes, et celles publiées par des influenceurs, des Kidan, qui n'ont vraiment pas un encadrement dans l'exercice de leur profession, si on peut l'appeler ainsi. Merci, monsieur Bock. Je peux déjà comprendre qu'en réalité, le métier d'un journaliste, ce n'est pas de la peu près, c'est un travail hyper professionnel. Mais nous disposons d'une âme très dangereuse. Les journalistes, on le dit souvent, le journaliste peut te construire comme il peut te détruire. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la radio des 1000 collines, je crois que c'est ça. 1000 collines. Des 1000 collines, qui a provoqué le génocide rwandais. Il a suffi d'une simple information et ça a créé des milliers de morts. Des milliers. Donc, le journaliste, c'est quelqu'un, l'information, c'est quelque chose de sensible. On dit qu'il y a l'information, a le pouvoir. On peut manipuler une information et opposer des familles, et opposer des ethnies, et opposer tout un État, tout un pays. Voilà, des gouvernements. Vous voyez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Vous voyez ce qui se passe entre la France et la Russie. Vous voyez aujourd'hui le panafricanisme. Vous voyez aujourd'hui comment on forme, on travaille sur la mentalité des Africains pour se révolter. Donc tout ça, c'est le pouvoir de l'information. C'est le pouvoir de l'information qui agit ainsi. Donc c'est très sensible et le journaliste, il a ce devoir-là de mesurer l'ampleur de ce qu'il veut diffuser. C'est pas, on nous donne des informations parfois, on mesure ce que cela peut, bien qu'elle soit vraie, on mesure l'impact que cette information peut avoir sur le public, on la retient. Donc c'est aussi ça le journalisme. Merci monsieur Bock. Nous allons profiter de dire à toutes les personnes ici présentes qui voudraient être journalistes dans l'avenir, de savoir qu'en réalité il ne suffit pas d'avoir un portable, une page Facebook,
Initier YouTube pour dire qu'on est journaliste. Et il faut se faire former. Et d'abord aussi, je crois qu'ils font ce travail qui est impeccable d'ailleurs. Je voudrais à la suite poser une question qui me tient personnellement à cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous disposons au Bénin une école professionnelle spécialisée dans la formation des journalistes de e-presse? Non, mais on a beaucoup d'écoles. On a le NSTIC aujourd'hui qui est à l'université d'Abomey Calavi qui forme des journalistes dans les différents secteurs, que ce soit des journalistes, des cadreurs, des monteurs, des techniciens, des réalisateurs. Donc ça, c'est public. Le NSTIC qui est d'ailleurs, j'ai actuellement, et on en a même dans cette salle, des stagiaires, des étudiants en formation à l'NSTIC qui sont en stage à Davao par exemple, qui sont avec nous ici. Donc il y a des écoles, des universités privées également qui forment. Je sais qu'il y a les Poussonou, il y a HECM, il y a ESAIE. Donc il y a un certain nombre d'universités aussi qui forment en journalisme. Donc ça existe et vous pouvez suivre une formation professionnelle, académique et sortir avec une licence, un master, pourquoi pas un doctorat en journalisme aujourd'hui au Bénin. C'est vrai, avant il fallait aller au Sénégal, un peu partout, mais aujourd'hui au Bénin, ça se fait. Ça se fait. Et de la qualité pure. De la qualité. D'accord. Merci beaucoup. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez du code du numérique? Le code du numérique. Parce que si je vous pose cette question, vous savez, c'est une question qui a fait tellement couler assez d'encre. En ce sens où d'autres disent parfois que oui, le code numérique, peut-être taille sur mesure, le code numérique empêche ou limite en réalité le journaliste ici dans son métier. Donc vous, en tant que professionnel dans le domaine, qu'est-ce que vous en pensez réellement du code numérique? Le code numérique est comme un épée de Damoclès qui plane sur la tête des journalistes et des journalistes du web aujourd'hui. Parce que le code numérique, normalement, ne doit pas être appliqué aux journalistes. Ah bon? Oui. Parce que nous, les journalistes, notre code, c'est le code de l'information et de la communication. Et par exemple, dans ce code, on n'enferme pas un journaliste. Un journaliste, même s'il commet un délit, on peut l'amender. On peut le sanctionner à travers des amendes et tout, mais on n'envoie normalement pas un journaliste en prison. Pourquoi? Or, avec le code, avec le code numérique, on a envoyé des journalistes en prison. Même moi, j'ai été menotté et j'étais en route pour la prison il y a moins d'un an. Donc, c'est pour dire que le code du numérique, nous travaillons, nous œuvrons à ce que ce code soit vraiment revisité et que de façon claire, qu'il soit mentionné que si un journaliste parvient à prouver qu'il est journaliste à travers la présentation de sa carte de presse et qu'il est reconnu par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qu'il lui soit appliqué le code de l'information et non le code du numérique. Le code du numérique est applicable à tous les autres qui ne sont pas journalistes. Mais pas aux journalistes. Mais pas aux journalistes. Normalement. Et ok, et anormalement, est-ce que ça s'applique? Oui, anormalement, ça s'applique. Je vous dis, moi, pour une production qu'on a faite sur Davao, on a été interpellé. J'ai été menotté avec 2 de mes collaborateurs, mis dans un. On ne menotte normalement pas un journaliste. Mais je suis détenteur d'une carte de presse, signée par la HAC, délivrée par la HAC. Vous êtes reconnu légalement? Oui, mon collaborateur également. Et mon média est reconnu par la HAC. Donc, quel que soit ce qu'on nous reproche, on doit pouvoir saisir la haute autorité de la communication. Même si ça doit aller au niveau d'un tribunal, c'est le code de l'information qui doit nous appliquer. Mais dernièrement, depuis l'avènement du code numérique, il y a eu plusieurs journalistes, bien que détenteurs de la carte de presse, plusieurs journalistes ont été confrontés, ont été jugés sur la base du code du numérique. Mais nous travaillons à ce que cette clarification soit faite et que les journalistes soient vraiment libres d'exercer leur métier, de répondre à ce qu'ils auraient fait comme impair, mais en leur appliquant le code de l'information. Merci beaucoup. Est-ce que selon vous, le code du numérique est périmé? Est-ce que selon vous, est-ce que l'idéal ne serait pas d'actualiser au fur et à mesure, progressivement, le code du numérique en fonction des réalités dans le métier? Non, mais le code du numérique n'a aucun problème. Enfin, parler de périmètre, non, le code numérique, c'est récent, c'est quelque chose qui date de l'avènement
de ce gouvernement. Donc c'est actualisé, ça ne souffre d'aucune limite, si ce n'est qu'on l'applique aux professionnels des médias. C'est tout ce que nous on reproche au code du numérique. Sinon, dans l'exécution de votre métier de journaliste, même si vous publiez une fausse information, on doit pouvoir vous appliquer le code de l'information. C'est ce que nous disons. D'accord, merci M. Brock. La décision numéro 25-07 par la HAC du 21 janvier 2025 portant sur suspension des sites internet non autorisés. Parmi ces presses en ligne, nous avons Madame Actu, qui a un compte TikTok. Nous avons Porteur Benemonde, Crystal News, les Pharaons et tout, où la HAC, l'autorité, a dit qu'ils ont violé en réalité l'article 252 du Code. Okay. Selon vous, en tant que président des médias en ligne, quelles sont les démarches que vous avez à faire à ce niveau? Est-ce qu'il y a, non, je le dis parce que c'est des médias en ligne, vous êtes le président des médias en ligne, est-ce que, oui, nous sommes conscients qu'ils ont violé l'article et tout, il y a des preuves tangibles qui sont là qui montrent en réalité peut-être qu'ils ont mal agi et tout, ils sont suspendus. Vous, en tant que président, est-ce que vous avez fait des démarches envers ces médias pour échanger avec eux? Est-ce que vous avez fait des démarches envers l'autorité de régulation pour essayer de se porter comme un capitaine, comme le représentant digne et légal pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé et comment aider ces médias à se rétablir? D'accord. Alors, ce qu'il faut dire, c'est quoi? À partir de 2023, en décembre 2023, en temps normal, au Bénin, il n'est pas possible, il n'est pas permis de créer un média en ligne sans avoir l'autorisation. Aujourd'hui, il est impossible de vous lever, de créer une chaîne de télévision sans aller à la HAC. Ça, c'est vrai. Il est impossible de créer une radio sans aller à la HAC. Donc, ce n'est pas... cette disposition s'applique également à partir de décembre 2023 aux médias en ligne. Donc, et il faut que je le mentionne, tous les médias membres de l'UNAMEL Bénin sont des médias ayant une existence légale, sont des médias ayant une convention avec la HAC. C'est d'ailleurs le premier critère pour être membre de l'UNAMEL Bénin. Il faut avoir cette convention avec la HAC. Donc, nous sommes rangés du côté de ceux-là qui respectent la loi et qui appellent au respect de la loi. Ce qui fait qu'au lendemain de cette décision, nous avons sorti un communiqué qui a été source de polémique dans notre profession parce que nous avons salué cette décision de la HAC qui a suspendu ces médias parce qu'ils n'ont pas l'existence légale. Ils étaient dans l'informel. Ils étaient dans l'informel. Nous avons dit, parce qu'au lendemain de notre installation, nous avons mené un certain nombre d'actions à l'endroit des autorités, notamment la HAC. On est allé voir le président de la HAC, tiens, tu nous as imposé un certain nombre de conditions pour avoir les licences légales. Je vous les rappelle. Les conditions, c'est quoi? Il faut avoir un siège en bonne et due forme. Vous connaissez le siège de Dabar. C'est un loyer, on paye par mois. Il faut avoir un personnel déclaré à la CNSS. C'est des cotisations qu'on paye par mois. Il faut être à jour vis-à-vis du fisc. C'est des impôts qu'on verse à l'État. Il faut payer un montant annuel sur les caisses de l'État. On le paye chaque mois. Il faut payer au Bubédra. On le paye. Il faut avoir une installation digne du nom. Un matériel digne du nom. Il faut avoir tout ça là avant d'avoir l'autorisation. Donc vous imaginez que nous, on se tue pour remplir toutes ces conditions avec ce que ça implique comme moyens et ressources financières, ressources humaines, techniques et tout. Et que, après avoir obtenu ces autorisations, qu'au même moment, il y ait des gens qui ont leur rédaction dans leur sac, qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de personnel, qui n'ont pas de moyens, et avec qui vous devez disputer les mêmes marchés sur le terrain. C'est frustrant. C'est pas frustrant, c'est que on vous enterre tout de suite parce que là où Dabarou va prendre 150 000, un média qui n'a pas tout ce qu'on a cité là, avec 20 000, lui il est satisfait. Lui, il prend. Donc, nous on s'est dit, alors si vous nous avez obligés à respecter ces conditions, vous devez pouvoir créer un environnement où nous opérons de façon saine, de façon tranquille, sans avoir à faire face à une concurrence déloyale. Donc nous avons appelé la HAC à assainir notre secteur. C'est nous-mêmes qui avons demandé ça. Ce qui a été fait, oui, par le président. Quand nous avons demandé ça, ça n'a pas tardé. Quand la HAC a sorti sa première décision qui suspendait ces médias,
on a écrit un communiqué où on félicitait la HAC et on lui demandait d'aller plus loin. Parce que ce n'étaient pas ces médias seuls qui sont illégaux. On a demandé à la HAC d'aller plus loin. Il y en a encore. Là, le mal est profond. Hein? Oui, c'est ce qu'on a demandé. Et ça n'a pas tardé. Quelques semaines après, la HAC a sorti une autre décision qui suspendait tous les médias en ligne ayant une licence et qui n'ayant pas une licence légale au Bénin. Tout. Aujourd'hui, ils sont tous suspendus. Et on a plaidé auprès de la HAC pour qu'un nouvel appel à candidature soit lancé, pour que les promoteurs qui sont prêts à remplir les conditions de la HAC puissent déposer leur demande et qu'on leur attribue l'autorisation de façon légale. Et ça aussi, la HAC a écouté. La HAC a lancé récemment un nouvel appel à candidature pour que ces médias aujourd'hui qui sont suspendus et ceux qui exerçaient dans l'illégalité puissent fournir leur dossier et avoir les licences légales. Dans ce temps, donc nous tous, on aurait fait les mêmes efforts et on serait désormais sur le même marché, il n'aurait plus de problème. Si toi, tu as dépensé des millions pour installer ton média et tu prends 50 000, c'est tant mieux. Là, on sait que quand même, voilà, il a les... Et non seulement ça, ce que cela va engendrer, c'est le professionnalisme. Parce que si votre média a une convention, vous savez que si vous enfrayez aux dispositions légales, on vous retire votre convention. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on va arriver à ce que les médias qui opèrent soient des médias légaux, c'est que c'est des médias... Si vous remplissez toutes ces conditions, il n'est pas possible que vous fassiez de l'à peu près. Non, c'est pas sûr. Parce qu'il n'y a personne qui va mettre autant d'argent dans son entreprise et se permettre de faire certaines choses. Donc, l'information, les informations que vous envoyez à votre public, à votre audimat, sont des informations de qualité, sont des informations professionnelles, sont des informations véridiques, sont des informations qu'on n'aura plus besoin d'aller vérifier parce qu'on sait que ce média, c'est un média qui a une essence légale, c'est un média formel, donc il ne peut pas se permettre de prendre certaines risques. Ça peut arriver par inadvertance, parce que c'est des sources qui nous informent. Et une source peut mal informer et qui peut amener des situations après. Ça arrive à tout le monde. On dit chez moi, c'est celui qui ne va pas au marigot qui ne casse pas la jarre. Si vous allez au marigot, forcément, il arrivera un jour, vous allez trébucher et vous allez casser la jarre. Est-ce un proverbe Bariba? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Parmi toujours ces médias qui ont été suspendus, il y a un média web, Bénin Web TV, où la carte de presse a été retirée. Lorsqu'on dit qu'on retire la carte de presse en réalité, qu'est-ce que cela voudrait dire? Oui, le cas de Bénin Web TV est particulier. Bénin Web TV est un média légal. Il a une convention avec la HAC. Mais il lui est reproché d'avoir commis une erreur dans l'exercice de sa profession. Et la HAC l'a demandé de présenter des excuses publiques. Et il est diffusé sur Dabaro et sur Banuto. La HAC a rendu une décision en le mettant en demeure de faire un certain nombre de choses qui, semble-t-il, n'a pas fait. Donc c'est ce qui a amené la HAC à prendre maintenant une décision et à suspendre le média et à retirer la carte de presse à son promoteur. Donc, ça fait partie des sanctions prévues dans des dispositions déjà prévues dans le code. Des dispositions prévues. Donc, vous pouvez être journaliste, si vous commettez une erreur, on vous sanctionne et on vous arrache votre carte de presse et à partir de ce moment, vous n'êtes plus journaliste. Vous n'avez plus le droit d'exercer en tant que journaliste sur le territoire béninois. Lorsqu'on retire cette carte de presse, est-ce qu'il y a des démarches? Bien sûr. Il y a des démarches. Vous pouvez mener des démarches auprès de la HAC pour qu'on vous rétablisse dans vos droits. Il y a eu des journaux qui ont été suspendus, qui ont été fermés, il y a eu des radios qui ont été fermées et tout ça qui ont été mis en demeure et qui après ont réouvert et après des démarches auprès de la HAC, auprès des autorités et puis on peut vous relancer encore. Monsieur le Président de l'Union nationale des médias en ligne, est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces médias? Non, mais il y a de l'espoir. Pour les médias suspendus, premièrement, en premier, ils ont certainement fait la démarche qu'il faut pour déposer les dossiers pour la nouvelle vague qui a été, dont l'appel a été lancé.
Et pour les autres également, je sais qu'il y a beaucoup, on a accompagné beaucoup de médias à pouvoir faire ce processus parce que nous l'avons déjà fait une fois. Nous savions les difficultés qu'il y avait. Donc, on a accompagné beaucoup de médias en ligne à vraiment constituer les dossiers de qualité pour que, une fois qu'on puisse les sélectionner. Donc, il y a vraiment de l'espoir. Nous sommes aujourd'hui à une quarantaine, une cinquantaine de médias en ligne autorisés. Certainement, il y aura une nouvelle vague qui va rehausser ce chiffre. Pensez-vous que l'intelligence artificielle pourrait être bientôt responsable de contenu publié par les journalistes ou les médias et tout? Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, je peux faire taire le nom de ce média ou de ce journaliste. J'ai constaté un jour, lors d'une activité, où en tant que journaliste, où il est censé peut-être prendre sa capacité intellectuelle pour peut-être faire la rédaction. J'étais juste derrière lui, je le voyais sur ChatGPT, on trouve une intelligence artificielle, où techniquement il a essayé de glisser déjà la thématique et tout, il a fait un rapport et ça a sorti tout. Et il s'est saisi. Est-ce que selon moi, en tant que président des médias, en tant que journaliste, est-ce que cela, avec le temps, bien sûr, ne pourrait pas être une situation qu'il faut peut-être envisager, à essayer de régler, pour que le métier du journaliste en tant qu'intellectuel, en tant que professionnel dans ce domaine, que les gens puissent avoir la capacité nécessaire de pouvoir assumer et faire un travail impeccable? Non, mais c'est inévitable, hein, l'intelligence artificielle, j'ai mal dit, l'intelligence artificielle est aujourd'hui pour les médias en ligne ce qu'étaient les réseaux sociaux pour les médias traditionnels. Reprenez ça pour une deuxième fois pour le dire, s'il vous plaît. L'intelligence artificielle est aujourd'hui pour les médias en ligne ce qu'étaient les réseaux sociaux pour les médias traditionnels. Voudrez-vous qu'il essaye encore de monnayer ça? Je ne sais pas si c'est bien pour vous. Voilà. Jadis, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, c'était la télévision, la radio et le journal qui faisaient leur one-man show. On va au bouclage à 7 h, les journaux sortent, on distribue, chacun achète son journal à 300 francs, il lit. La radio, il faut t'asseoir, mettre ton poste radio à l'oreille pour écouter les informations. La télévision, il faut s'asseoir devant ORTP, il faut tourner l'antenne. Est-ce que c'est bon, des images qui font comme ça? C'était ça. Voilà. Et peu de temps après, ça a commencé par venir Facebook, WhatsApp, Instagram, site internet et tout. Et on a commencé par migrer. C'est ce qui a fait la force de Dabaro au nord, c'est l'usage des réseaux sociaux. Quand Dabaro était en train d'être lancé en 2017, on a misé sur les réseaux sociaux. D'abord, moi, je n'avais pas les moyens de pouvoir aller à l'imprimerie, imprimer 500 exemplaires de journal et imprimer des journaux chaque jour. Mais j'avais Facebook, j'avais une page Facebook. Donc, on créait des contenus qu'on diffusait, qu'on publiait sur Facebook. On transportait les liens sur WhatsApp, qu'on partage. Lorsqu'on a lancé notre télévision web, Dabaro TV, c'est pareil. On publie sur YouTube, on exporte le lien. Je me rappelle qu'il y a des journalistes de Parakou même qui qualifiaient Dabaro TV de télévision WhatsApp. On a fait une discussion dans un groupe où il le disait, il dit, oh, votre télévision WhatsApp là, laissez-nous avec votre télévision WhatsApp là. Et la discussion avait été houleuse. Et après, il s'est rendu compte qu'en réalité, j'étais en avance sur lui. Et ça n'a pas tardé, 2 ans après, son organe a créé une web TV. Et là, je ne l'ai pas raté. J'ai dit non, tout le monde peut rentrer dans la télévision WhatsApp sauf toi. Donc, et beaucoup se disaient que non, moi je ne peux pas publier mon article sur Facebook, sur WhatsApp. Non, moi je ne suis pas un journal des réseaux sociaux. Moi je ne suis pas un journal des réseaux sociaux. Moi je ne suis pas un journal. Non, le journal c'est. Donc ils sont restés collés à l'Antiquité. Et puis nous, rapidement, on est venu. Mais attends, le journal, tu publies 500 exemplaires avant que le ne passe à l'autre. Ça prend du temps. Mais moi, en même temps, mon article circulait déjà sur voilà. Et j'étais encore plus jeune, dynamique. Non, vous êtes toujours jeune, hein? Oui, je suis toujours jeune. Je vais dans une activité, en son temps, sous Yahi, les activités, ça pleuvait. Ça pleuvait. Ça d'alphabétisation, je vais en même temps en photo. Le temps qu'on est venu, j'ai déjà écrit la brève. Et j'ai partagé. Donc celui qui a organisé l'activité
il se surprend, on l'appelle. Ah, mais j'ai vu ce que tu as fait, c'est bien ça. Tu as vu ça où? Ah, c'est le petit là qui a publié ça. Ça fait que des gens me sollicitaient. Parce qu'ils savent qu'avec moi, c'est l'instantanéité. Vous faites votre activité, vous invitez d'abord, avant d'être à la maison, votre activité est déjà connue de tout le monde. Ensuite, maintenant, radio va aller à la rédaction, traiter, attendre le journal de 19h pour diffuser. Programmer. Pour moi, il est loin. Donc, finalement, aujourd'hui, si vous faites attention, il n'y a plus cette télévision qui n'a pas de page web. Il n'y a plus cette radio qui n'a pas de page Facebook. Il n'y a plus ce journal qui n'a pas de... Eux, tous sont en train de migrer vers l'Internet. Donc, c'est ce que l'IA est en train de représenter pour nous. Si on refuse de faire avec l'IA... L'IA fera avec vous alors. Forcément. Parce que l'IA, c'est magique. J'ai tapé mon nom. J'ai tapé mon nom sur chat. DDP ou c'est DDP, je ne sais pas c'est quoi, mais ce qui m'a sorti comme information, je suis étonné. Vous êtes étonné de voir comme un jeune Bariba non, de voir qu'une machine connaît tout ça là sur moi. C'est fort. Juste les BD d'Abarou, tout, il a sorti. Donc, c'est pour dire que, effectivement, si nous ne faisons pas garde, on est obligé de faire avec l'intelligence artificielle. Et si on ne le fait pas, on sera en retard. Ceux qui vont le comprendre et qui vont vite l'adopter, ils vont nous dépasser. Donc, ce qui a lieu de faire, c'est un encadrement. C'est qu'il faut vraiment encadrer. Il faut sortir très tôt, très vite. Je ne sais pas si c'est le code de procédure, on va appeler ça, ou bien c'est une loi, ou bien c'est une charte. Il faut sortir pour encadrer l'usage de l'IA dans les médias. Ça veut dire quoi? Si vous avez utilisé une intelligence artificielle pour faire quelque chose, il faut le mentionner. Pour que celui qui lit sache que ce n'est pas votre travail, c'est le travail d'une IA. Donc je pense que ce sont des propositions comme ça qu'on pourra faire pour désormais encadrer. Parce que ça aide. Aujourd'hui, tu veux un article, tu dis, s'il te plaît, fais-moi un article sur telle chose. Mais il te sort ça, chapeau et attaque sur tout. Et bien, mieux que toi journaliste là. Pour produire ce que lui te sort là, tu vas passer des heures et des heures. Donc, c'est peut-être voir comment utiliser ça de façon intelligente. Peut-être s'il donne des informations, toi tu avais déjà un canevas, tu avais déjà une idée où tu veux aller. Tu exploites ça, mais pas copier, coller. Donc tu exploites ça de façon intelligente. Et s'il faut trouver une formule pour à la fin, il faut par exemple imposer 10, parce qu'il y a des logiciels que vous prenez un texte, vous copiez, vous collez ça sur le logiciel vous donne à combien de pourcentage l'IA a été utilisé pour sortir ce texte. C'est comme ça on attrape ceux qui font plagiat aujourd'hui à l'université. Donc on fait ça. Donc, et vous sortez à la fin de votre article, vous mettez IA 50%, journaliste 30%. Oui. Et celui qui lit, c'est en réalité l'intelligence artificielle a travaillé plus que le journaliste a travaillé plus que le journaliste dedans. Pour le contraire. Mais on doit faire avec, sinon on sera en retard. On doit faire avec, sinon on sera en retard. Je suis sûr, certain qu'avec le temps, certains journalistes vont devenir des paresseux. Si ils ne tiennent pas compte de ces aspects clés dont vous avez parlé, peut-être s'imprégner des informations traitées. C'est certaines informations qui sont utiles pour les publications. Oui, c'est un risque. Et c'est un risque qu'il faut prendre. Il faut le dire tout à l'heure, je le disais. Avant, vous voulez faire un article, il n'y avait pas Internet. Tout ce que vous voulez, vous allez vers des sources. Avant, c'était même manuscrit. Vous faites le manuscrit, vous venez, il y a une secrétaire qui saisit. Parfois, il y a des fautes d'orthographe, de grammaire émaillée, tout est mélangé. Et après, Internet est venu. C'est comme ça qu'on voyait l'Internet. L'Internet, là, tu tapes, tu as toutes les informations. Comme on voit aujourd'hui l'IA, là. Quand l'Internet est venu, c'est comme ça les autres aussi voyaient l'Internet. Il y a un outil qui est sorti là. Tu tapes une thématique, on te donne tous ceux qui ont parlé sur la thématique et tu peux utiliser ça pour faire ton article. Donc c'est exactement ça aujourd'hui pour l'IA. Tu tapes une thématique, on te donne les informations. Maintenant, à toi d'utiliser les informations pour faire ton analyse. Donc c'est un risque qu'il faut prendre. Je crois que c'est un atout qu'on doit utiliser pour faire un journalisme
beaucoup plus meilleur, un journaliste de qualité que ce que nous produisons aujourd'hui. Donc, ça vient, certes, nous faciliter la tâche, pas nous rendre paresseux. Parce qu'il faut d'abord tout lire. Si tu veux vraiment le faire bien, il faut tout lire. Il faut appréhender les contours de ce que l'IA t'a proposé et apporter du tien pour pouvoir sortir quelque chose de potable. Sortir quelque chose de potable, c'est ce que disait M. Bock, cher journaliste ici présent. Utiliser l'intelligence artificielle, mais de façon intelligente, de façon cadrée, pour qu'on ne sente pas qu'en réalité c'est l'IA qui fait le travail, au lieu que vous soyez la personne qui aurait normalement fourni toutes les informations nécessaires. À présent, M. Bock, nous allons parler des fake news. Les fake news. Peut-on qualifier les fake news d'une arme politique ou juste d'une erreur virtuelle? Non, et les fake news ou fausses informations existent en plusieurs formes. Et il y en a de différentes catégories. Et chaque fausse information a une visée. On parle d'intox, on parle de malinformation, on parle de mésinformation. Donc, il y a des informations qui sont que l'auteur publie de façon intentionnée. L'objectif, c'est de nuire. Ça, c'est l'objectif qui est caché, c'est de nuire. Il y a des fausses informations qu'on publie de façon innocente. C'est un média qui a publié, RFI par exemple, qui a annoncé la mort de Ouattara. Il y a quelques temps, oui, effectivement. Voilà. Donc, moi, je prends cette information en tant que Dabaro. RFI publie une telle information, mais moi, c'est vrai, j'irai vérifier ça où. Donc, on se lance dedans. Voilà, je partage ça. Je dis, Ouattara est mort. Donc, j'aurais fait une malinformation. C'est une fausse information que j'ai diffusée, mais pas de façon intentionnelle. C'est ma source première qui m'a trahi. Mais je peux vouloir salir American Corner et écrire un article, sachant que c'est faux. Je dis, on exige de l'argent pour venir consulter les livres à la bibliothèque de American Corner. Ce qui n'est pas le cas, hein, c'est gratuit ici. Et j'écris un article, je dis ça. Donc ça, c'est une désinformation, c'est une intoxication. Et on pourra vous poursuivre. Absolument. Donc, il y a la désinformation aujourd'hui, les fake news ont plusieurs facettes. Il y a d'autres qui le font dans l'objectif de travailler la psychologie des populations. D'autres le font pour faire passer un courant religieux. Donc, il y a plusieurs formes de fausses informations. Je suis dans un programme américain et on a déjà animé une conférence ici sur la désinformation avec Rainat Assa. Je pense que c'est vraiment utile aujourd'hui de le faire, de sensibiliser, de faire une éducation aux médias à l'endroit des consommateurs que nous sommes sur les réflexes qu'il faut avoir lorsque vous recevez une information. C'est qu'une information qu'on vous donne, celui qui vous la donne a une intention forcément cachée derrière. Et il faut d'abord mesurer tous ces contours pour prendre au sérieux l'information ou pour voir ce qu'il faut faire de l'information. Merci beaucoup, monsieur Bock. Dites-moi, quel est l'avenir des médias en ligne au Bénin et quelles recommandations pour vous faire aux jeunes journalistes du numérique? Alors, l'avenir est radieux, je le pense. C'est vrai que on n'a pas eu froid dernièrement avec ce régime qui est venu nous sevrer depuis 10 ans aujourd'hui. Vous savez, il y avait ce qu'on appelle l'aide de l'État à la presse sous les régimes qui sont passés, parce que un média fait du service public. Vous voyez, nous éduquons, nous donnons, nous participons à distraire, à donner de l'information aux populations, à les sensibiliser. Donc, nous ne faisons pas que du business. Quelque part, il y a un travail citoyen que nous faisons, parce que on va questionner un spécialiste de la santé sur les maladies liées à l'eau, parce qu'on est au début de la saison pluvieuse. Ça, c'est le rôle de l'État normalement. C'est l'État qui est garant de la santé des populations. Mais nous, on se substitue à l'État pour sensibiliser les populations, pour leur dire les comportements qu'il faut adopter pour éviter tel ou tel, pour les sensibiliser à l'entretien du bien public, à l'assainissement et tout ça, là, du cadre de vie et tout. Donc, c'est un travail citoyen que nous faisons. Mais on est taxé au même titre
que celui qui ouvre sa quincaillerie et pour qui l'objectif principal c'est de vendre sa bouteille d'eau qu'il a achetée à 500 à 1000 francs, de vendre son fer qu'il a acheté à 1000 francs à 1500. On nous taxe de la même manière que lui. Or, nous, en plus de ce que des entreprises de presse sont des entreprises à but lucratif qui veulent faire du profit, il y a ce côté-là où nous participons au développement, nous accompagnons le développement du pays. Donc, c'est à ce titre que le gouvernement accorde des subventions comme on le fait à la fédération de football, à la fédération de pétanque et tout, où des associations sportives sont appuyées, où les partis politiques prennent des milliards. Nous aussi, on a droit à ce. Vous avez droit, je vois la fois dernière, vous avez mentionné ça lors de votre notre deuxième assemblée. Donc, on a voté le budget. Assemblée. Oui, on a voté le budget de l'UNAMEL Bénin pour 2025. Donc, nous attendons cette aide de l'État qu'on n'a pas eu depuis que ce régime est là. C'est vrai qu'avec la HAC qui se positionne, on nous promet le retour de l'aide de l'État à la presse. Parce que ce manque d'aide, parce que ce que nous produisons, quand vous prenez le journal d'Abaro, les prestations que nous faisons sur un mois ne suffisent même pas pour payer, pour combler les charges. Ce n'est pas possible. Quand vous prenez d'Abaro TV, ce que nous faisons comme prestation par mois ne suffit pas pour payer le loyer, pour payer l'électricité, pour payer les impôts. Ça ne suffit pas. Donc, c'est l'appui que l'État apporte aux médias qui permettait aux médias de jouer les deux bouts et de faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos journalistes sont très braves parce qu'ils travaillent sans avoir quelque chose de consistant. Et la plupart des journalistes, pour ceux qui veulent venir dans le métier, si vous pensez qu'en venant là, on devient riche, c'est pas vrai. Les journalistes, on souffre. On ne sait pas d'abord, on souffre. Je vois un visage à l'intérieur qui peut témoigner de la souffrance des journalistes. Donc, ce n'est pas, si vous voulez être riche, il faut aller vendre Pure Water. Vous allez être riche, mais si vous venez dans notre profession, là, on ne devient pas riche. Donc, c'est beaucoup de difficultés que nous avons, nous, surtout nous les patrons de presse. Et si vous voyez un journaliste, respectez-le. Il fait un travail sacerdotal. Il apporte de l'information, il sensibilise, il participe à l'amélioration mais lui-même, il est oublié. Il y a un aîné monsieur qui a fait déjà plus de 20 ans de service en tant que journaliste, qui personnellement je connais d'ailleurs, qui m'a dit un jour, je cite, le métier de journalisme est un métier ingrat. Très ingrat. Très ingrat. Je vous donne un exemple. Vous savez, le chef de l'État qui est là, Patrice Talon, les médias l'ont accompagné pour qu'il soit président de la République. Mais une fois élu, ça fait 9 ans, il n'a donné un franc à aucun média comme aide de l'État, ce qui est notre droit. Peut-être qu'il y a des rappels qui sont en cours, ils vont faire le rappel. Même s'il y a des rappels, la souffrance qu'on a vécue durant 9 ans, il peut acheter ça. Non, pas acheter, mais c'est que. Non, est-ce qu'un rappel peut effacer ça? Donc c'est l'ingratitude du métier. C'est un exemple terre à terre. On l'a accompagné, on a relayé ces efforts. Je rappelle, moi, j'ai gardé le micro et au niveau de la place, commissariat de Guéma. C'est là qu'il est venu. Il était sur un podium. Un podium. Chemise toute couleur blanche. J'étais debout. Le podium là était comme ça. J'ai gardé le micro. Pendant qu'il parlait, sur près d'une heure qu'il parlait, ma main là, je suis fatigué, je fais comme ça. Je ne suis pas rentré avec un franc de là. Et aujourd'hui, il est devenu président de la République. L'aide de l'État à la presse, nous n'en avons pas. Donc c'est pour dire que c'est pour vous donner un exemple de l'ingratitude du métier de journalisme. Si vous voulez, il y a d'autres qui ne vont pas passion. C'est ce qui nous nourrit dans ce métier. C'est la passion. On a, vous voyez, si vous regardez Dabaro, vous allez voir que Dabaro a beaucoup d'initiatives. On fait le tour du Bénin. Il n'y a rien qui explique cela si ce n'est pas la passion. C'est sur nos propres moyens. On se déplace. On fait 2 mois. On fait les 77 communes du Bénin. On va, on tend les micros aux maires, aux populations et tout ça là pour régler les problèmes de la société. Parce que c'est une thématique qu'on prend, c'est autour de la thématique qu'on organise le tout. Et on n'a aucun accompagnement. Donc ce n'est qu'on ne vit que de la passion.
de l'amour de faire la chose, en espérant que les choses vont s'améliorer à l'avenir. Et on dit qui se nourrit d'espoir ne mourra pas de chagrin. Donc nous nous nourrissons chaque jour d'espoir et nous espérons vraiment que les conditions des journalistes vont s'améliorer comme beaucoup d'autres. Les partis politiques, on leur donne des milliards. Les associations sportives, là, 12 millions, 18 millions et tout ça, là. Mais nous qui donnons l'information, c'est nous qui relayons même les informations, là. À nous, on ne donne pas. C'est l'ingratitude, là, ça. D'accord, profitez de l'occasion, vous regardez juste la caméra comme ça, vous adressez un message au président de la République, vous dites, Monsieur le Président, ça fait déjà depuis 9 ans. Nous travaillons, nous voudrions vous demander humblement d'essayer d'améliorer davantage. Je ne peux pas savoir combien de fois je l'ai dit. Peut-être que c'est pour aujourd'hui qui va changer, on ne sait jamais. Qui va entendre. Ok. Monsieur le Président de la République, cher Président Patrice Talon, les médias, vous ne doutez pas du rôle que jouent les médias dans le développement d'un pays. Vous ne doutez pas du rôle prépondérant des médias dans les réformes que vous avez engagées. Ce sont les médias qui relaient les informations, ce sont les médias qui font savoir vos réformes que vous engagez, la dynamique que vous avez lancée depuis 2016. Nous vous accompagnons et nous n'avons pas failli jusque-là. Je pense qu'il est normal et qu'il est urgent que les médias soient reconnus, que le travail que font les médias soit reconnu par le gouvernement et que les réformes qui ont touché tous les secteurs du Bénin puissent aussi, même si c'est la dernière année, toucher le secteur des médias afin qu'un nouveau souffle soit pour les médias au Bénin et que ce que vous attendez des médias, la qualité, le professionnalisme, le ventre affamé n'a point d'oreille. Un journaliste qui n'a pas mangé sera tenté de prendre 10 000 francs pour écrire contre quelqu'un. Un journaliste qui a faim sera tenté de diffuser une fausse information pour pouvoir manger. Il est indispensable, il est urgent d'améliorer les conditions de vie des journalistes, les conditions de travail et de vie des journalistes pour attendre un journalisme de qualité comme on l'a toujours espéré, comme on l'a toujours connu par le passé, un journaliste professionnel qui participe activement au développement de notre pays. C'est un cri de cœur d'un journaliste, c'est un cri de cœur d'un président d'une association de médias et nous espérons que d'ici à là, ces promesses qui se sont multipliées dernièrement seront réalisées, que l'aide de l'État à la presse et plus que l'aide de l'État à la presse, vraiment la formation à l'endroit des journalistes parce que on ne peut prétendre avoir une presse professionnelle qui ne se fait pas former. Nous utilisons des technologies nouvelles qui s'améliorent à chaque création et il faut une réactualisation des compétences. Nous espérons tout cela de vous et je vous remercie. Merci. Je crois que le président Patrice Talon, d'ici ce soir, aura l'information et que dans les jours à venir, les choses vont changer. Amen. C'est ce que nous espérons. Ça s'applaudit les amis. Ça s'applaudit. D'accord, je vais continuer sur une dernière question avant que nous rentrons dans la deuxième phase. La deuxième phase qui consiste à permettre à l'audience de poser des questions. Mais avant de rentrer dans cette deuxième phase, j'ai une question à vous poser. Je voudrais une doléance à quelque chose. À l'université de Paradou, nous avons juste une seule presse écrite, qui est le journal L'étudiant noir. C'est des jeunes. Et à Koweït? Bon, je ne sais pas si à Koweït toujours. À l'enceinte de l'université, je ne sais plus. Toujours à Koweït. Je sais qu'ils publient. Mais moi je travaille plus, je suis plus en contact direct avec le journal L'étudiant noir. Mais je pense qu'il y a Koweït aussi qui est le premier média d'ailleurs de l'université. Nous le sais ensemble. Et qu'il ne faut pas occulter aussi. Donc, au nom de ces presses à Koweït et L'étudiant noir, je voudrais que de temps en temps, malgré que vous avez un calendrier chargé, essayez d'échanger avec eux, essayez de les aider, essayez de les rendre encore plus professionnels. Il y a cela, un passé récent, que la Fédération nationale des étudiants de M. Volako a pu trouver une résidence, je dirais, juste un petit bureau de 2 mètres sur 2 gestions, où la presse se logeait et travaille. J'aurais aimé quand même que ce soit sur le volet technique, le volet formation, que vous puissiez vraiment apporter en tant que président de l'Union nationale des médias en Bénin. Parce que je fais un travail impeccable. Aujourd'hui, certes, ils sont des étudiants, mais comme je le dis, un pied dans nos entités, mais un pied aussi dans une formation professionnelle. Peut-être que c'est cette formation, étant journaliste de presse écrite, qui peut peut-être même... Ce fut mon cas, moi. Voilà, en son temps. Ouais. Donc peut-être ça peut être le même cas. Donc je voudrais humblement vous demander d'aider vraiment ces presses pour que ces jeunes puissent encore s'agréer, se former et faire encore davantage un travail impeccable et professionnel. D'accord. Mais je pense que cela va de soi. Nous apportons notre soutien
autant qu'on peut aux différents médias qui existent au sein du campus de Parakou. L'étudiant doit nous les accompagner comme on peut. Il y a des journalistes de Dabarou qui, à leur session de formation, qui vont donner des formations aux étudiants. Pareil pour Akowe. Donc, je réitère cette disponibilité, cet engagement. C'est vrai que moi-même, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec eux. On verra avec le directeur de publication qui récemment, à leur entrée, ils ont fait une entrée médiatique qui m'a contacté à plusieurs reprises, mais je n'étais pas là, c'était au cours de la tournée, donc je n'ai pas pu venir. Donc on trouvera un créneau pour pouvoir échanger avec eux. Je pense que c'est vraiment important. Je le disais tout à l'heure, moi aussi, j'ai commencé le journalisme en étant étudiant. Moi, j'ai fait la géographie. J'ai une licence à géographie. Donc, si on peut le dire, c'est avoir un pied dedans, un pied dehors qui m'a amené aujourd'hui à basculer du côté du journalisme que de la géographie que j'ai étudiée. Merci beaucoup. Je crois que d'ailleurs, ils sont là. Je connais déjà. C'est peut-être à la fin. Oui. Peut-être ils vont prendre juste quelques minutes pour échanger avec vous. Ça peut peut-être quand même les aider de mieux poser des questions et quand même apporter des solutions à leurs problèmes. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, il est exactement 16h, nous entrons dans la phase 2 de notre activité géopolitique, stratégie, développement. Cette phase, en réalité, consiste à faire quoi? À poser des questions.